Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je veux savoir comment nous pouvons mieux gérer l'information en temps de crise parce que franchement, entre le dérèglement climatique qui s'emballe et le risque terroriste qui reste élevé en France, les crises, elles, se multiplient et vous allez l'entendre, mon invité est à la tête d'un groupe de volontaires numériques qui agit sur les réseaux sociaux. Bonjour Elodie Boileau. Bonjour. Tu es la présidente de l'association Visov, 5 lettres qui font référence aux volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel, près de 200 bénévoles numériques en gestion d'urgence répartis à travers la France. Votre mission, celle que vous vous êtes donnée, c'est de surveiller les réseaux sociaux pendant les crises pour aider les autorités et informer en temps réel les citoyens. Alors, on va voir ensemble comment vous travaillez très concrètement, pourquoi cette initiative a été mise en place il y a 12 ans déjà, plus d'une décennie où les crises n'ont pas manqué dans une France toujours plus connectée aux réseaux sociaux. On va être très concret, on va aussi voir comment chacun peut aider, que ce soit en tant que citoyen qui poste sur les réseaux ou alors en tant que volontaire. Mais d'abord, vous le savez, en début d'épisode, je me montre toujours curieux sur l'invité. On veut en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduite à t'engager sur ce terrain numérique? En fait, moi, j'ai une formation en journalisme et en communication, donc c'était des sujets que je connaissais, déjà, les réseaux sociaux et c'est dans le cadre, du travail que j'ai connu l'association. J'ai, hem, j'ai pu, découvrir, ce que faisait, Vizov, donc c'était, en 2015, donc déjà il y a 10 ans et ça m'a paru très intéressant. J'ai un peu réfléchi à tout ça et j'ai rejoint l'association en 2016, ce qui, vient, compléter, on va dire, mon parcours professionnel puisque je travaille en gestion de crise. J'ai travaillé en communication au ministère de l'Intérieur, jusqu'ici et donc ça fait un lien entre, mon premier métier, mon métier actuel et puis de toute façon, la sécurité civile est une thématique qui m'intéressait. Donc ça m'a permis, Visov, d'allier, on va dire, ma formation de communicante avec mon appétence pour la gestion de crise. Un engagement qui a du sens. Donc, depuis 10 ans maintenant, alors Visov existe depuis 2014, mais je crois que l'aventure a commencé même un peu avant pour cette association. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ce projet? D'où est venue l'idée de surveiller les réseaux sociaux? Alors, surveiller au sens voir s'il y a des crises qui émergent. Ça vient d'où, Visov? Alors Visov, ça vient vraiment d'un groupe de citoyens. C'était, les fondateurs de l'association qui ont commencé à échanger sur Twitter, puisqu'on se rendait compte que, de plus en plus d'informations passaient lors des crises sur, les réseaux sociaux, que, ça allait très vite et en fait, s'est posé la question de: «OK, tout ce qui passe, au lieu de, entre guillemets, «subir» le flot d'informations qui arrive, comment on peut, lui trouver une utilité et comment on peut, encore mieux, l'utiliser au profit de la crise?» Il y avait déjà des choses qui existaient aux États-Unis notamment et au Canada et on s'est inspiré de ce qui se faisait, outre-Atlantique pour se dire: «OK, comment ça pourrait être, adapté, on va dire, en France? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt aussi pour les gestionnaires publics de crise?» Et donc ce groupe de citoyens s'est rapproché, notamment, du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises du ministère de l'Intérieur, pour échanger avec eux, pour voir s'il y avait un intérêt et ils ont aussi pu échanger avec des services, d'incendie et de secours pour, voilà, voir avec eux, est-ce que si on retrouvait de l'image, si on retrouvait du témoignage, est-ce que ça pourrait vous servir? À quoi ça vous servirait? Et c'est en se rendant compte qu'il y avait vraiment une utilité, en prenant des cas concrets qui se sont passés en France comme, l'incident, de Brétigny, l'accident de train, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle utilité. Donc Brétigny, c'est 2013 et à partir de là, ça a germé cette idée de faire une association, de pouvoir avoir un cadre pour réunir ces personnes-là et de commencer à monter, la communauté qui est, Visov aujourd'hui et qui continue en fait à travailler sur ces sujets-là, donc la prise en compte de ce qui passe sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, lors d'une crise de sécurité civile.
La France connaît épisodiquement des situations de crise et d'urgence majeures. Évidemment, elles sont prises en compte par les autorités. Pour bien comprendre la suite de cet épisode, dis-nous comment se branchent les volontaires aux dispositifs existants. Alors, tu parlais des SDIS, donc ça, c'est les pompiers. Le ministère de l'Intérieur, ce ministère-là qui a la charge de la gestion des crises en France, parce que le but est d'apporter un plus aux citoyens via les réseaux sociaux et non pas de se substituer, on imagine, aux services de l'État qui, eux, d'ailleurs, aussi ont une présence en ligne. Alors, comment tout ça s'organise? Comment Visov décide d'activer son dispositif quand une crise émerge? En fait, nous, on a une veille, on va dire, de fond des réseaux sociaux, de ce qui se passe sur les réseaux tout le temps. Et quand il y a un événement qui va prendre de l'ampleur, qu'il y a un événement qui va pouvoir, toucher directement la population, c'est là où se pose la question de nous, monter une équipe de veille pour aller, un, chercher de l'information, mais aussi dialoguer avec le citoyen, pouvoir, le renseigner si nécessaire, puisque les gens ne savent pas forcément, quand il y a un peu de panique notamment, vers qui se tourner parce que, tout va vite, sur certains événements par exemple, où, ils sont pas du coin et ils connaissent pas du tout le territoire et donc ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc nous, c'est le but, c'est de leur donner de l'information et de pouvoir, à partir de ce qu'ils nous disent, à partir du témoignage, à partir des photos, des vidéos qu'ils vont pouvoir, poster, travailler avec le réseau des préfectures et les réseaux des SDIS pour dire: «OK, voilà ce qui se passe, voilà ce qui ressort». Eux vont l'utiliser comme ils utilisent d'autres canaux de remontée d'informations, donc c'est qu'un outil de plus dans tout ce qu'ils utilisent, pour, gérer les crises. Et dans l'autre sens, ça va permettre aux services de l'État d'avoir une communication qui est adaptée vers le citoyen si, ils se rendent compte qu'il y a des inquiétudes qui ressortent, qui n'ont pas encore été, on va dire, prises en compte dans la réponse apportée en termes de communication vers le grand public et de pouvoir répondre aux questions que se posent les gens. Donc ça va dans les 2 sens, dans le sens autant montant du citoyen vers le gestionnaire de crise que dans le sens descendant. Chacun est à sa place. Nous, on est un outil de plus à la disposition du gestionnaire, mais l'État a toute sa place et va faire ce qu'il doit faire en termes de communication et de prise en compte, du citoyen. Alors parlons un peu de l'évolution des crises qui ont pu s'abattre sur notre territoire ces dernières années. On va évoquer les crises climatiques, mais je le disais, le risque d'attentat est toujours présent. On a à l'esprit, par exemple, évidemment, les vagues d'attentats islamistes à Paris, à Saint-Denis en 2015 ou à Nice en juillet 2016 et d'autres depuis, hélas. Dans ces situations-là, les réseaux sociaux sont des médias particulièrement consultés. Comment vous agissez dans des circonstances pareilles, dans des circonstances évidemment par nature périlleuses et évolutives? On va s'adapter, on va ce qui se passe, on va, surtout aller, voir ce qui, est partagé tant sur le ressenti des personnes que d'éventuelles rumeurs, que de photos, qui pourraient être, mises en ligne. Ça veut dire aussi, c'est, sensibiliser les gens à ne pas partager, forcément toutes ces images qui sont choquantes, de ne pas les relayer à tout va et surtout, de ne pas propager de rumeurs. Et après sur des situations comme ça, on peut arriver sur des situations où on va aussi nous surveiller s'il n'y a pas des signaux faibles qui vont vite prendre de l'ampleur d'une éventuelle seconde attaque ou autre, parce que ça peut arriver. Mais on a aussi des situations où on a des gens qui sont, pas loin des lieux de l'attaque et qui ne savent pas quoi faire et là, c'est aussi là où on va relayer les consignes à tenir, les comportements à adopter. On les invente pas ces comportements, on les invente pas ces consignes, elles existent, elles sont déjà données par l'autorité publique. On n'est qu'un relais, mais on parle de citoyen à citoyen à ce moment-là. Parmi les risques majeurs qui pèsent sur la France, sur les Français, il y a évidemment les crises climatiques, inondations, tempêtes, cyclones, incendies. Élodie, on comprend que Visov agit à une époque charnière en la matière. L'été 2025, la France a enregistré 2 vagues de chaleur exceptionnelles. On a enregistré des milliers de départs de feu en France l'été dernier, avec parfois des incendies hors normes,
des méga-feux comme dans l'Aude ou des situations critiques jusque en ville, à Marseille. On sait que les urgences climatiques s'intensifient et se multiplient à mesure que le réchauffement climatique progresse. Est-ce que tu constates déjà, de là où tu es, à Visov, déjà cette multiplication des situations de catastrophes climatiques, d'urgences majeures? Pas forcément puisque, nous on se rend compte que chaque année, ça sera pas les mêmes choses. Par contre, ce qu'on constate, c'est que, il peut y avoir de plus en plus de phénomènes, on va dire flash, soudains, rapides et parfois, et bien inattendus. C'est plutôt ça qu'on va constater qu'une multiplication. En fait, ce qui va nous amener à nous activer, ça va être l'ampleur de l'événement et l'impact sur les populations. Donc on se rend compte par contre que oui, il y a des choses qui arrivent vite, des choses qui surprennent, mais je pense qu'on a peut-être aussi cette impression qu'il y en a de plus en plus parce qu'il y a une médiatisation qui est plus importante qu'il y a 10 ans. Genre maintenant, s'il y a un coup de vent trop fort dans un pays en Europe, en général, on le sait parce que l'information continue, c'est devenu la norme. C'était pas le cas il y a 10 ans. Donc il y a peut-être aussi cette impression-là qui fait qu'on peut se dire que c'est de pire en pire. Après, oui, on se rend compte qu'il y a une évolution des phénomènes, que les gens sont surpris, surtout dans des endroits où ils avaient pas l'habitude. C'est-à-dire que les feux de forêt dans le sud de la France, il y en a toujours eu. C'est pas nouveau et y dans des endroits où ça arrive souvent, les gens savent, sont résilients et savent comment, se comporter face à ces situations. Hem, Par contre, on marque aussi qu'il y a des endroits où, si on parle feu de forêt, il y a des feux de forêt à des endroits où on n'a pas veillé ces dernières années. Ça remonte un peu plus vers le nord, donc se pose la question en effet de, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas, puisque c'est très nouveau. Hem Et donc là, on est sur des populations qui auront moins l'habitude et c'est ça qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent face à des risques qu'ils ne connaissaient pas jusqu'ici et ne savent pas comment, réagir. Sur les feux, oui, il y a des feux qui sont importants, comme le feu qu'il y a eu à Riboté cet été, où ça brûle vite. Et en effet, ça, c'est assez impressionnant, comme on a eu des gros feux sur des étés précédents. Donc c'est des choses auxquelles, on fait toujours attention. C'est, je pense en effet de plus en plus surprenant de voir, des feux proches des villes, mais je pense pas ça c'est pas quelque chose qui arrive depuis 3 ans. Oui, ouais, ouais, alors on parle, c'est vrai, alors pas encore de multiplication, mais peut-être aussi une extension, géographique dont tu parlais vers le nord pour les incendies, aussi, dans le temps où la saison des feux de forêt est étendue également. Alors là, évidemment, dans ces sujets, la question de la météo est importante. Alors il y a des phénomènes, imprévisibles dans leur ampleur, mais il y a quand même régulièrement des alertes météo. Vous vous appuyez sur les services météo pour vous organiser en amont, constituer des équipes de veille. Quand on sait par exemple que le lendemain, il y aura une alerte rouge au risque de feu de forêt, par exemple. Oui, on va s'appuyer sur les vigilances de Météo France, heu et c'est clair que c'est quelque chose à prendre en compte dans notre organisation. Donc oui, si on sait qu'on a une vigilance rouge et que nous, on a quelques bénévoles qui sont, spécialisés en météo, nous confirment qu'on est sur quelque chose qui va être fort, on va nous s'organiser pour être, prêts dès le lendemain sur des choses où on peut prévoir, ça c'est sûr. Hem, on fait en sorte, d'arriver à s'organiser pour durer dans le temps aussi, parce que des fois on est sur des phénomènes qui vont durer, à suivre l'événement du début jusqu'à la fin, puisque, parfois ça va être sur plusieurs jours et c'est ça aussi, qui peut arriver sur des inondations qui vont durer plusieurs jours, voire des semaines, ce genre de choses comme ça. On sait sur certains type d'événement que, ce sera pas juste 2 heures et que ça peut durer, plusieurs jours. Donc là, oui, c'est de l'organisation. On s'appuie sur cette vigilance parce que, elle nous éclaire. Après, ça reste de la prévision. Donc et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ça a du mal à être accepté. La prévision, c'est de la prévision. C'est-à-dire que peut-être que ça va être pire, peut-être que ça va se dérouler comme annoncé, mais peut-être que finalement il y aura rien.
et c'est pas grave, c'est juste que le temps a changé, le vent a tourné et peut-être tant mieux si c'est pas resté rouge et que c'est redescendu en intensité aussi. Alors, tu parlais de spécialistes météo. On a envie de savoir qui sont ces volontaires qui sont autour de toi et qui sont dans la structure, dans la communauté Visov. Ce sont donc tous des bénévoles. Quels sont les profils des personnes qui composent vos rangs? Faut-il une qualification particulière? On est une communauté assez multiple, même si on va dire que 80 de nos bénévoles ont un lien de près ou de loin, soit avec, la gestion de crise, soit avec la sécurité civile ou avec la communication, par exemple. Que ce soit, des pompiers volontaires ou professionnels, des gens qui sont parfois dans d'autres associations de sécurité civile. Mais on a aussi des gens, qui, s'intéressent à tout ça, qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux et qui nous rejoignent. En fait, ce qui nous relie tous, c'est un intérêt pour, ces sujets-là, de la sécurité civile, de la gestion de crise, des risques naturels. L'intérêt de pouvoir, aider le citoyen et puis, en fait, on est tous à l'aise avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait aller chercher de l'information et ça, c'est, on va dire, la seule qualification technique qu'on a tous en commun, c'est qu'on sait utiliser, les réseaux pour aller chercher de l'information et c'est des méthodes qu'on apprend et qu'on essaye de faire évoluer avec l'évolution des réseaux. Mais c'est, on va dire, la seule qualification, qu'il faut pour rejoindre l'association avec l'intérêt, d'aider, et de pouvoir se sentir en effet utile, c'est ce qui revient souvent. Alors, je m'arrête un peu sur ce que tu as dit plusieurs fois, aller chercher de l'information. De quel type d'information avez-vous besoin pour mener à bien votre mission? On pense à des témoignages directs, peut-être lorsque vous voyez plusieurs images d'un incendie au même endroit, c'est peut-être un rôle d'alerte auprès des autorités? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, on va aller chercher, souvent, c'est quand même beaucoup de l'image parce que les gens postent beaucoup d'images quand il se passe quelque chose dans la rue, d'assez impressionnant. Les gens vont avoir un réflexe de prendre une photo ou une vidéo et c'est ce qu'ils vont partager, le plus fréquemment, du témoignage et c'est ce qui intéresse aussi quand on n'est pas sur place côté gestionnaire de crise, c'est de pouvoir visualiser ce qui se passe, parfois avant même que les premières équipes de secours soient sur les lieux. Donc ça permet de mieux comprendre l'événement, ça permet de le dimensionner et de comprendre ce que les gens sont en train de vivre et à partir de toutes ces informations, on peut, nous, donner les bonnes informations sur, OK, voilà vers qui vous tournez, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et de pouvoir, renseigner, les personnes avec qui on dialogue. Alors donne-nous quelques conseils justement pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent sûrement, en écoutant, comment réagir quand on se retrouve face à une crue, un incendie, une tempête. Alors comment réagir sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'on va pas faire un épisode complet sur la gestion des risques, même si tu peux nous les rappeler. Mais tu disais, on a tendance assez facilement à partager à témoigner grâce à nos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une façon plus pertinente que l'autre à faire en pensant notamment à des gens comme vous qui vont s'en servir? En fait, il y a des conseils déjà très alors, qui peuvent paraître très basiques, mais qui sont pas forcément appliqués, par tout le monde. C'est, déjà avant même de prendre une image, c'est, est-ce que moi-même je suis en sécurité? On va pas, aller se mettre en danger pour aller prendre de l'image. Il y a pas d'intérêt puisque, ce serait un peu dommage, de finir, dans une ambulance parce qu'on s'est approché un peu trop près de ce qui se passe. Ça va être de, s'assurer qu'il y a personne qui a besoin d'aide urgente autour de soi et aussi de prévenir lorsqu'il y a un besoin, de prévenir, via les numéros d'urgence, les pompiers ou la police ou autre et après, on peut se dire: «OK, maintenant je suis, tranquille, je suis, à l'abri». Si j'ai en effet une image ou un témoignage, je peux éventuellement le partager, mais il faut en rester là. Après, il y a pas besoin d'aller, inventer des histoires. Les rumeurs, si on n'est pas sûr d'une information, on ne la partage pas. Ça peut paraître très basique pour les gens qui sont un peu dans ce milieu. Si on n'est pas sûr de ce qu'on dit, hem, il faut pas qu'en faire une vérité et c'est comme ça que des fois naissent des rumeurs parce qu'on a entendu dire que, mais en fait on n'est pas sûr.
et c'est comme ça aussi qu'on va aussi mieux informer, les autres personnes sur les réseaux puisqu'on va éviter de leur dire des bêtises et après sur comment je peux me mettre en sécurité, ça va être des choses très bêtes mais si par exemple on prend le cas d'une inondation, c'est, ne pas trop s'approcher du cours d'eau, c'est ne pas s'engager sur une route inondée, c'est ne pas passer sous un pont quand le la voie est inondée sous le pont et ça souvent sur chaque inondation, peut-être pas, mais c'est des images qu'on voit encore beaucoup. Alors on n'est pas aidé par les journalistes qu'on voit avec, de l'eau jusqu'aux cuisses à la télé aux 13h, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'ils le font qu'il faut penser que c'est sûr et que c'est quelque chose qui ne comporte pas de risque. Donc c'est surtout ça et après, c'est écouter les consignes, quand les consignes sont données, que ce soit par le maire, par les pompiers ou par une préfecture, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour, faire en sorte, que les personnes restent en sécurité. Se mettre en sécurité, alerter et en second temps, témoigner si on le souhaite, sans partager de fausses informations, alors même de façon involontaire. Je retiens ce que tu dis, c'est vrai, c'est important de noter que, lorsqu'on est témoin d'un événement et qu'on le partage, c'est rare qu'on sache tout de l'événement, donc ne dire que des choses dont on est certain. Alors ça peut être le lieu, ça peut être l'heure, mais C'est ça. c'est rarement plus comme information qui est sûre lorsqu'on voit par exemple un incendie ou un acte de violence. Évidemment, faire attention à la sécurité privée des personnes confiées. Mais alors, je ferme cette parenthèse. J'ouvre une question un peu plus personnelle. Parmi toutes les activations que Visov a menées et auxquelles tu as participé, est-ce qu'il y a un moment, une histoire où tu t'es dit justement, on parlait d'utilité, de sens, que cette démarche citoyenne était particulièrement utile, importante? Est-ce que tu peux nous faire part de souvenirs anciens ou récents? Je dirais que celle qui a été la plus marquante, ça doit être quand même Irma, puisque en fait sur Irma donc Saint-Martin, Saint-Barthélemy se prennent, de gros vents, il y a plus de réseau et on sait pas ce qui se passe là-bas et nous, par contre, ce qu'on voit passer sur, les réseaux sociaux, c'est toutes ces familles en métropole notamment qui recherchent des proches et donc on a mis en place un formulaire de recherche qu'on a diffusé auprès des groupes. Alors il y a pas mal de groupes qui étaient créés notamment sur Facebook, de communautés qui s'étaient créées d'elles-mêmes, de recherche de personnes et hem et ce formulaire après a servi aux autorités. Mais, ce qui a été là où en effet on s'est senti, je pense, très utile, c'est qu'on était en lien avec ces familles qui, des fois revenaient vers nous en disant: «J'ai eu des nouvelles de mes proches aussi». Et c'est vrai que là, tout de suite, c'est quelque chose qui marque, on va dire très vite puisqu'on a vraiment ce retour de personnes face à nous. Hem, C'était la même chose, sur, Alex, même si on n'a pas eu ce lien avec les familles, mais de mettre en place un outil qui après sert et on voit que le nombre de personnes recherchées baisse, hem et parce qu'en fait, ils ont eu des retours des personnes qui recherchaient les proches ou les équipes sur le terrain ont apporté la réponse aux familles. C'est vrai que là, on a un cas, on va dire, très concret, d'utilité, dès lors qu'il y a des recherches de personnes. Je parle d'Irma, je parle d'Alex, mais ça arrive des fois sur des feux de forêt comme cet été à Riboté. Et c'est là où on se dit, «OK, il faut qu'on arrive à prévenir, nous, nos partenaires pour que, ils aient l'information et espérons, pour qu'ils puissent retrouver la personne ou quand il y a des personnes qui sont coincées, chez eux parce qu'ils ont pas pu évacuer à temps sur des feux de forêt, pouvoir donner l'information au SDIS et que la personne puisse être prise en charge. C'est vrai que c'est des moments où on se dit: «OK, là, c'est très concret ce qu'on fait». Je dis pas que les autres cas ne sont pas concrets, mais là, on va dire qu'on a vraiment la réalisation, de ce à quoi servent les médias sociaux en gestion d'urgence et la façon dont on les utilise pour que ce soit, utile. Utile, créer du lien, utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils ont de meilleur et de plus réactif. Dernière question très concrète, si parmi nos auditrices, nos auditeurs, certains se disent: «Allez, ça y est, je suis convaincu, j'ai envie d'aider moi aussi, de faire partie de cette communauté». Déjà, est-ce que c'est possible? C'est ouvert à tout le monde? Bah, quelle est la première étape pour, devenir volontaire chez Visov? Bah, la première étape, c'est de se rapprocher de nous, via on a un petit formulaire sur notre site internet.
Donc ceux qui sont intéressés peuvent déjà aller voir notre site internet, donc visov.org, et si, ils sont vraiment intéressés, nous écrire par le petit formulaire de contact, répondre aux questions qui leur sont posées et après, en général, on a un petit exercice de recherche pour que les gens comprennent vraiment ce qui est attendu, des volontaires et si tout se passe bien, après, ils rejoignent, l'association. Il faut, voilà, être à l'aise avec les réseaux sociaux, savoir y chercher de l'information, pas juste, les utiliser, pour, un usage très, lambda, du quotidien et avoir cet intérêt pour les sujets qu'on traite, bien sûr. On imagine aussi être particulièrement disponible parce que les urgences, ne préviennent pas toujours. Oui, il faut avoir du temps. C'est sûr que si les personnes sont déjà, engagées dans beaucoup de choses ou ont, déjà beaucoup de choses à côté, ce sera compliqué pour elles de s'engager au sein de l'association. Donc il faut avoir cette capacité, s'il se passe quelque chose, à pouvoir, donner, de son temps, que ce soit, 30 minutes pour soulager les gens qui sont, en pleine activation, que plusieurs heures. Donc c'est en effet indéniable. Élodie Boileau, présidente de Visov, donc sur visov.org, évidemment sur les réseaux sociaux. On vous trouve facilement, c'est facile, il Oui. suffit d'écrire Visov, VISOV, la communauté numérique de citoyens qui agit en situation d'urgence. Retrouvez tous les liens dans la description de l'épisode. Merci Élodie d'être passée dans ce lieu. Merci beaucoup. De rien, merci à toi aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.